Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour cette première édition de la semaine. Voici les titres de ce lundi 24 mars. 2 mois et demi avant la conférence des Nations Unies sur l'océan, la Monaco Blue Initiative réunit les plus grands acteurs du domaine en principauté. Un rendez-vous qui aura permis de préparer également au mieux le Blue Economy and Finance Forum qui aura lieu au Grimaldi Forum en juin. Nous en parlerons avec Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur français pour les pôles et les enjeux maritimes. Connaissez-vous la thalassothermie? C'est une technique qui permet d'exploiter la température de l'eau de mer pour chauffer et climatiser des bâtiments. Un procédé que Monaco utilise depuis des décennies et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Le Fairmont Hotel vient de signer un partenariat avec Seawergy. Détail à suivre dans ce journal. Grand succès pour la première édition du Road Safety Day. Cet événement organisé par la Fondation Princesse Charlène de Monaco a proposé différentes activités autour de la sécurité routière à vélo. Parmi elles, le challenge Monabike. Et puis l'art, accessible pour tous, ou comment les acteurs du monde culturel monégasque s'unissent pour offrir une visite adaptée aux personnes en situation de handicap. Pour le savoir, nous avons assisté à un atelier organisé dernièrement à la Villa Saubert. Nous ouvrons donc ce journal avec un thème, celui de la conservation de l'océan. Il est au cœur des discussions de la Monaco Blue Initiative qui a eu lieu aujourd'hui au musée océanographique et qui a réuni de nombreux experts autour de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Cette 16e édition revêt une importance particulière alors que Nice accueillera en juin prochain la conférence des Nations Unies sur l'océan et que Monaco organisera en amont le Blue Economy and Finance Forum. Le reportage de Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Marangoni. Co-organisée par l'Institut océanographique et la Fondation Prince Albert II, la Monaco Blue Initiative réunit chaque année des experts, décideurs et acteurs clés de la préservation des océans pour aborder des défis mondiaux liés à leur gestion durable. Chaque fois, les personnes sont vraiment très heureuses de pouvoir se retrouver et c'est un moment important chaque année de la communauté des océans, des décideurs en fait, scientifiques, entreprises, chefs d'État, pour se retrouver. Avec cette année, une question simple, c'est la Blue Economy et la Finance. Après avoir eu des succès sur les accords BBNJ, accords sur les aires marines protégées, aujourd'hui il faut vraiment les mettre en œuvre et pour ça il faut de l'argent et il faut impliquer des entreprises. Et la Monaco Blue Initiative cette année est un atelier de travail en fait pour préparer le Blue Economy and Finance Forum qui se tiendra à Monaco les 7 et 8 juin prochains. Parmi les thématiques centrales de cette édition figure donc la transition vers une économie maritime plus respectueuse des écosystèmes, le renforcement du dialogue entre sciences et politique, ainsi que la mobilisation de financement pour atteindre les objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Plus qu'un simple échange d'idées, l'AMBI ambitionne d'impulser une dynamique d'action concrète pour garantir un avenir plus responsable pour les océans. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui s'engagent. Il y a surtout de la philanthropie qui s'implique sur ce sujet, mais on sent qu'il y a un potentiel de marché bien plus important. Et surtout, si l'on veut s'atteler à résoudre la triple crise à laquelle nous devons faire face, que ce soit le changement climatique, la perte de biodiversité sur terre ou en mer, mais aussi les pollutions et en premier lieu la pollution plastique, il faut bien s'impliquer à travailler avec le secteur privé. On ne souhaite pas une énième réunion où les acteurs s'engagent à promettre, par effet d'annonce, de grands engagements. On veut promouvoir l'innovation, les entreprises qui fonctionnent, les solutions qui sont réplicables, qui peuvent changer d'échelle grâce à de l'investissement. La Blue Economic and Finance Forum vise donc à mobiliser les financements nécessaires pour soutenir la transition vers une économie bleue durable. Un rendez-vous crucial qui se tiendra au Grimaldi Forum les 7 et 8 juin prochains. Les grands acteurs de l'océan réunis donc au musée océanographique. Parmi les intervenants de cette 16e édition, Olivier Poivre d'Arvor, il est ambassadeur français pour les pôles et les enjeux maritimes et également envoyé spécial du président de la République pour la conférence des Nations Unies sur l'océan. Il est notre invité ce soir. Bonsoir Olivier Poivre d'Arvor. Bonsoir. Cette Monaco Blue Initiative est un rendez-vous déterminant à quelques mois de la conférence des Nations Unies pour l'océan qui aura lieu à Nice et du Blue Economy and Finance Forum qui se tiendra à Monaco. Ben oui, parce qu'on prend les choses au sérieux ici à Monaco et donc
je dis pas qu'on fasse une répétition, mais on sait que le 7 et le 8 juin 2025, nous aurons autour de la table au Grimaldi Forum, je pense toutes celles et tous ceux qui comptent pour le financement et l'économie bleue. Et donc c'est un gros enjeu, c'est donc un événement préparatoire de la conférence des Nations Unies pour l'océan. Donc c'est pas une réunion entre amis, c'est une réunion multilatérale dans un contexte géopolitique un peu compliqué. Donc il vaut mieux être prêt, et c'est ce que le prince Albert a fait en ouvrant cette journée, et ce que nous faisons à sa suite pour préparer à la fois les argumentations, mais voir aussi concrètement ce à quoi nous allons aboutir au bout de ces 2 jours du Blue Economy and Finance Forum. C'est un rendez-vous qui pourrait être un moment charnière pour l'avenir de l'océan ? Je pense, parce que d'abord, peu de gens savent l'importance en termes économiques de l'océan. Et l'OCDE va publier ses chiffres et montrant que si l'océan était une économie nationale, ça serait la 5e économie nationale au monde. C'était la 7e ou 8e il y a 10 ans. C'est dire que les bénéfices de l'océan augmentent, les ressources de l'océan augmentent, et que notre problématique, c'est évidemment de faire connaître que l'océan peut être une bonne affaire pour les humains à travers la pêche, les transports maritimes, le tourisme, les câbles, les énergies nouvelles, tout ça, mais qu'il faut que ça soit une bonne affaire pour la nature et la planète. Est-ce que aujourd'hui l'océan, sa défense, son rôle sont assez mis au cœur des discussions internationales ? L'UNOC ne sera que la 3e conférence des Nations Unies sur ce thème. Oui, vous avez vraiment raison de le rapporter. Cette même année, quelques mois plus tard, nous serons à Belém au Brésil pour la 30e COP climat. C'est dire qu'il y a une différence d'agenda importante. L'océan est un sujet relativement nouveau, qui dans le fond est devenu un sujet global il y a peu de temps, avec ces conférences des Nations Unies pour l'océan, il y a maintenant à peine 7 ans. Et donc non seulement il nous faut rattraper le retard, mais il nous faut aller vite, et nous pouvons aller vite. L'océan, c'est beaucoup moins compliqué que le climat. Le climat, c'est beaucoup de problèmes, et faire face au changement climatique, c'est pas gagné. Et est-ce que le traité des Nations Unies sur la haute mer est déjà une petite victoire ? On le rappelle, il a été adopté il y a près de 2 ans. Il faut maintenant qu'il rentre en vigueur, et pour cela, il faut qu'il soit ratifié par 60 États. Absolument décisif, si vous voulez. C'est pour expliquer peut-être aux Monégasques et plus généralement à l'ensemble des citoyens ce que ça représente. On va décider de l'équivalent de 40% de la gouvernance de la planète. 40% de la planète. C'est 60% de la mer, la haute mer, et 40% de la planète. Voilà. Ça n'est rien que ça. Et pour ça, il faut que 60 pays ratifient un traité. Monaco l'a fait, bravo. La France l'a fait, bravo. Mais il en reste encore 30, 35, plutôt 40 même aujourd'hui, d'ici le 9 juin. Mais nous y travaillons avec notre diplomatie, et tous les pays sont très engagés, y compris dans ce moment un peu complexe de la géopolitique où je pense que tout le monde comprend l'intérêt de la communauté internationale d'enfin disposer d'un système de gouvernance et de protection et d'exploitation durable de cette immense partie du monde. Et on l'entend dans vos réponses, les solutions d'avenir sont là, hein. L'économie bleue en est une. Absolument, et c'est des solutions réparatrices. Souvent, elles sont bénéficiaires pour ceux qui les mettent en œuvre. Elles sont bénéficiaires pour les pays aussi. De l'océan, beaucoup de ressources peuvent être tirées. Aujourd'hui, elles sont essentiellement halieutiques, elles sont liées au transport maritime, mais elles peuvent l'être beaucoup plus à travers l'aquaculture, elles peuvent l'être beaucoup à travers le tourisme qui se développe dès lors qu'il sera un vrai tourisme bleu. L'activité de câble ne fera qu'exploser dans les temps qui viennent, pareil pour les énergies renouvelables. Et enfin, les ressources génétiques qui pourront être trouvées repérés dans la haute mer, évidemment, leur partage à l'échelle internationale sera vraiment très effectif. Olivier Poivre-d'Arvor, puisque vous le soulignez, quel regard portez-vous sur l'implication de la principauté dans le domaine de la protection de l'océan et de sa connaissance ? C'est d'une simplicité absolue. Monaco a tout commencé. Il faut le redire. Pas parce que je suis à Monaco ici et que j'ai beaucoup d'amitié respectueuse pour le prince Albert. Monaco a tout commencé il y a exactement 100 et quelques années, avec le travail qui a été celui d'un souverain qui, en même temps, était un passionné de la mer. N'existait pas avant. Et cette continuité, un siècle
consacrée à la connaissance de l'océan produit aujourd'hui ce que ça produit, c'est-à-dire que si le président de la République, Emmanuel Macron, a choisi Nice avec Christian Estrosi, le maire de Nice, pour que ça soit la capitale mondiale des océans pendant cette conférence des Nations Unies, c'est aussi, évidemment, parce que nous sommes dans la très grande proximité de Monaco et que là, c'est un moyen d'attirer beaucoup d'acteurs que vous recevez régulièrement et qui savent ici que depuis plus d'un siècle, il y a un dirigeant qui souvent fut le seul à porter la voix des océans aux Nations Unies depuis qu'elles existent, et c'est ce qu'a fait le prince Albert depuis de nombreuses années et que nous faisons maintenant de manière équilibrée et rassemblée autour de votre message et avec un message universel qui, je crois, intéresse la nouvelle génération et sera surtout utile à cette nouvelle génération. Un message que nous relayerons dans quelques mois à l'occasion de la conférence des Nations Unies pour l'océan qui aura lieu à Nice et du Blue Economy and Finance Forum qui se tiendra donc ici même à Monaco. Merci beaucoup Olivier Poivre d'Arvor d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Intéressons-nous à présent à la thalassothermie. Depuis plusieurs décennies, la principauté l'utilise pour alimenter des établissements en chaleur et en froid. En d'autres termes, on exploite ici la température de l'eau de mer pour chauffer et climatiser des bâtiments. Le Fairmont Hotel s'était inscrit dans cette démarche dès sa construction en 1975. Après rénovation de son système, il vient de conclure un partenariat avec Seawergy. Les explications de Marie Bonnet-Blanc et Marie-Ève B. Il faut évoluer avec son temps et le Fairmont l'a bien compris. Grâce à ce partenariat avec Seawergy, le système de chauffage change, le fioul et le gaz vont disparaître, laissant place à une nouvelle boucle thermique. C'est une immense fierté. Les architectes de l'hôtel, avec le souverain régnier de l'époque, ont imaginé en 1975 un concept hyper novateur et l'installation de ces pompes. Bien entendu, en 50 ans, la technologie a évolué. Et grâce à la technologie de Seawergy et du gouvernement princier, on a la capacité d'avoir rénové toutes ces installations et aujourd'hui d'être capable d'utiliser l'énergie renouvelable de la mer et inépuisable pour réchauffer ou refroidir le bâtiment. Une nouveauté conçue, pensée et réfléchie pour l'hôtel, mais pas seulement. Le but, c'est que la thalassothermie aide d'autres quartiers de Monaco. C'est une installation dans laquelle on pompe de l'eau de mer et on utilise l'énergie thermique qui est contenue dans l'eau de mer pour fournir ensuite et créer de la chaleur à partir de pompes à chaleur. Notre rôle dans cette opération, ça a été d'intégrer les installations historiques du Fairmont et de les faire monter en capacité pour qu'elles puissent distribuer de l'énergie thermique à la fois au Fairmont mais aussi à d'autres bâtiments en déployant un nouveau réseau de thalassothermie pour d'autres quartiers. Depuis 2021, les quartiers du Larvoto et de la Condamine sont déjà reliés à ce système de boucle thermique. Au Fairmont, ça devrait être opérationnel début 2026. Un mot de basket à présent et la défaite de la Roca Team hier soir à Gaston-Médecin en championnat dans le choc face à l'Asvel. Un revers 94-86 alors que les Monégasques étaient sur une belle série en Betclic Elite. Le résumé de cette rencontre est signé Frédéric Elion et Thomas Deus. Toutes les séries ont une fin, un adage qui se vérifie également en basket, puisque dimanche soir à Gaston-Médecin, l'Asvel a stoppé la série de 10 victoires monégasques en Betclic Elite. C'est aussi la première fois depuis juin 2022 que les Villeurbanais viennent s'imposer à Gaston-Médecin. L'Asvel a pu s'appuyer sur un excellent Théo Malédon, auteur de 27 points à 8 sur 14 au tir et 9 passes décisives. Mais c'est toute la bande à Tony Parker qui a particulièrement bien shooté dimanche soir avec un 14 sur 28 à 3 points. En face, le 4 sur 22, longue distance de la Roca Team a forcément rendu la tâche compliquée. Malgré les 16 points d'Eli Okobo et Mam Jaité, Monaco a couru après le score quasiment tout le match. -3 à la mi-temps, -6 à la fin du troisième quart-temps et -10 à 5 minutes de la fin de la rencontre. Blossom Game permet toutefois à tout Gaston-Médecin d'y croire avec ce gros 3 points à 2 minutes du buzzer, 83-82 pour l'Asvel. Mais en sortie de temps mort, Edwin Jackson climatise tout le monde avec ce gros tir. Villeurbanne plie l'affaire sur la ligne des lancers, 94-86. Fin de série donc pour la Roca Team. C'est un match compliqué, je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs tactiques déjà de base.
On a voulu s'ajuster à la mi-temps, on n'a pas forcément réussi, même s'il y a eu quelques sursaut d'orgueil. Mais globalement, on n'a pas réussi à s'ajuster. Et le match, c'est défensivement, encore une fois, où on prend l'eau, on les laisse prendre confiance. Quand on est comme le nôtre et qu'on sait l'enjeu de la semaine suivante, on forcément qu'on y pense. Après, avec l'effectif qu'on a, les joueurs qu'on a, il ne faut pas se cacher derrière quoi que ce soit. Ce match-là, on l'a perdu. L'ASVEL nous bat, mais il faut avoir très vite une mémoire. Il faut très vite passer à autre chose pour pouvoir prendre ce match qui sera décisif mardi. Et Monaco aura besoin du soutien de son public mardi soir donc pour la réception de Kaunas en Euroleague. Et retrouvez à la fin de ce journal les experts basket Frédéric Elion et Ali Traoré évoqueront les toutes dernières informations de la Roca Team avant cette rencontre d'Euroleague face aux Žalgiris Kaunas. Nous l'évoquions dans notre édition d'hier, la première édition du Road Safety Day a connu un large succès dimanche du côté du Larvoto. Cet événement, organisé par la Fondation Princesse Charlène de Monaco, a proposé différentes activités autour de la sécurité routière à vélo. Ce soir, coup de projecteur sur le challenge Monabike. En quoi consistait cette épreuve? Qui y participait? La réponse dans ce reportage de Frédéric Elion sur des images de Jean-Alexandre Dordet. Promouvoir la mobilité douce et la sécurité routière à vélo, le tout dans un esprit convivial et amical. Voilà le but du challenge Monabike qui s'est déroulé dimanche en Principauté. Cette épreuve, dont le départ a été donné à 9h45 sur l'esplanade du Larvoto, était l'un des temps forts du Road Safety Day, un événement organisé par la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Ce challenge a été initié par notre secrétaire général, M. Gareth Wistock. C'est 6 équipes de 4 personnes qui se relaient. On a aussi bien à l'intérieur de ces équipes des célébrités que des institutionnels, comme la police, les pompiers. Et l'objectif, c'était de fédérer la communauté monégasque autour d'un projet de sécurité routière. Donc aujourd'hui, ils ont le choix du parcours, mais il faut en même temps qu'ils gèrent leur effort et les batteries. Donc à eux de gérer le parcours, la difficulté et surtout de respecter les règles de sécurité et de porter le bon message. On fait du vélo, un transport de mobilité douce, mais en respectant les consignes de sécurité. Chaque équipe a à disposition 3 vélos d'une autonomie de 2 heures. Objectif, vous l'aurez compris, parcourir le plus de kilomètres en 8 heures. On fait partie de la sûreté publique, donc pour nous c'était logique de faire partie de cette journée qui est basée sur la prévention routière. Donc ça nous tenait à cœur de montrer aux jeunes les bons gestes. Pour la Fondation, c'est hyper important d'être là et puis jamais s'arrêter. C'est comme ça, c'est la preuve qu'on est en bonne forme. Ça entretient aussi parce qu'on parle bien sûr de se déplacer avec le vélo électrique, mais il y a aussi le côté physique. On fait travailler le cœur, on fait travailler les muscles et tout en regardant le très beau paysage de notre principauté, quoi. Donc on est très 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 contents. Le challenge s'est terminé à 17h30, la fin d'un défi sportif, porteur d'un beau message, la promotion de la mobilité douce et du respect des consignes de sécurité à vélo en milieu urbain. Le vélo était également à l'honneur sur le port de Monaco avec la 50e édition du Critérium de Monaco. 2 courses étaient au programme de cette compétition organisée par l'Union cycliste de Monaco sur une partie du circuit de Formule 1. Gaëtan Lebrun et Marie-Ève B. Une grande après-midi de cyclisme attendait les fans de vélo venus nombreux encourager les coureurs au départ de ce 50e Critérium de Monaco. La journée a débuté avec la course des moins de 19 ans, le trophée Jean-Luc Chope qui a été remporté par le Français Lucas Guémy en 1h17. Avant la course reine de ce critérium, l'Elite Open, 50 tours d'un peu plus d'1 kilomètre, attendaient les meilleurs cyclistes de la région. Et c'est Mikhailo Bassaraba, coureur de l'Union cycliste de Monaco, qui a soulevé le trophée en tout juste 1h30. That's good. I think about this today. And second half is I'm ready to go to breakaway, and this is with my team help me, and I go, and this is possible with my team. Yeah. Un critérium devenu un grand rendez-vous de la Principauté, le cyclisme prend une part de plus en plus importante ici chaque année, pour la plus grande joie de la Fédération monégasque de cyclisme et son président Umberto Angelotti. Et en plus, on aura le départ de la Vuelta l'année prochaine depuis Monaco. Donc de plus en plus, le vélo est au centre des activités en Principauté, que ce soit au niveau sportif, mais également au niveau des déplacements, avec le succès du Monabike par exemple. Nous, on est très contents parce que nous, avoir des jeunes qui font du vélo, c'est exceptionnel. Et pour les plus doués, les reprendre avec nous pour faire de la compétition, on est là pour ça.
On a la chance d'avoir à Monaco 2 coureurs professionnels sur le circuit professionnel. Vu l'étroitesse du territoire, c'est presque un exploit. C'est un petit peu comme Charles Leclerc en Formule 1, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, nous c'est tout bénef et on continue toujours à travailler de plus en plus avec les jeunes générations et pourquoi pas avoir à nouveau des jeunes monégasques qui signent des contrats professionnels. Prochain grand rendez-vous de cyclisme les 19 et 20 avril prochains avec le Monaco Gravel Race qui permettra à de nombreux coureurs de se qualifier pour les championnats du monde de gravel en octobre prochain à Nice. L'AS Monaco Rugby s'est offert une victoire hier pour célébrer ses 60 ans, un court succès face à une valeureuse équipe d'Aubagne, 25-21, lors de la 20e journée de Fédéral 2. À l'issue de cette rencontre, le club, les anciens joueurs et tous ceux qui font vivre l'AS Monaco Rugby se sont réunis pour fêter cette victoire et cet anniversaire. Je vous propose d'écouter le président Thomas Riquet et le manager général Sylvain Masson. Ils sont au micro de Gaëtan Lebrun. C'était très important, justement, on a passé plusieurs mois à organiser cet événement, ça a pris du temps, beaucoup d'énergie, mais on est très content du résultat. Beaucoup d'anciens, tout un club qui s'est mis au diapason aujourd'hui et surtout la victoire a été importante, elle a été dans la douleur mais elle était importante pour valider totalement la réussite de ce week-end. On sent la ferveur, on en parlait en début d'année, c'est vrai qu'au fur et à mesure des matchs on a vu un petit peu ces gens arriver, de toutes les générations, de tous les sexes aussi, on voit qu'il y a beaucoup de femmes aussi ce soir qui suivent le rugby et du coup oui ça fait plaisir parce qu'on ressent, ça donne de l'énergie, ça remplit, ça recharge les batteries comme dit Sylvain et ça c'est important pour la suite du rugby tout court. Il n'y a pas que l'équipe première, il y a aussi toute la formation, on voit autant de parents aussi à l'école de rugby, de nombreux enfants qui viennent, on a 400 licenciés maintenant, on a 135 à l'école de rugby, des féminines qui tournent bien, des jeunes qui tournent bien. Donc oui, c'est tout un peuple vraiment qui pousse derrière ce rugby, qui prend sa place en principauté. Et prochaine rencontre pour les Monégasques le 6 avril face à Grasse. L'accessibilité de l'art pour les personnes en situation de handicap reste une problématique peu abordée, alors que certaines pathologies limitent la perception et l'expérience des œuvres. Dernièrement, les acteurs du monde culturel et leurs partenaires ont proposé une série d'ateliers immersifs pour explorer d'autres manières de transmettre et d'apprécier l'art adapté aux différents types de handicap. Les détails de Sarah Inkari et Hugo Comassa. Alors que la Villa Saubert présente en ce moment son Lab 3, les équipes ont souhaité se questionner sur la place du musée dans la société et les axes d'amélioration possibles dans les établissements culturels. Parmi eux, l'inclusion est un sujet central qui a fait l'objet d'une matinée dédiée. On a accueilli le Grimaldi Forum, le musée océanographique, le musée d'anthropologie préhistorique, la direction des affaires culturelles. Peut-être que j'en oublie. Et en fait, l'idée, c'est de leur montrer que nous avons développé des actions en faveur du public en situation de handicap et d'impulser en fait ces initiatives dans leurs établissements. Certains ont déjà commencé à faire des choses, mais l'idée était de leur donner des exemples concrets, des contacts pour pouvoir entreprendre et développer des actions adaptées pour tous les types de handicap. Le NMNM a commencé à travailler sur le thème de l'inclusion il y a de nombreuses années, en 2009. Depuis, différentes solutions sont apportées pour les personnes souffrant de handicap, qu'ils soient visuels, mental, psychiques ou auditifs. Les patients hospitalisés ici au CHPG en service de psychiatrie sont invités à sortir de leur chambre et de venir voir des œuvres d'art, participer à des ateliers créatifs, venir s'exprimer. On a vraiment envie que l'expérience soit enrichissante pour eux et que ce soit un moment un petit peu en dehors de la vie, où on rentre dans le musée, on voit des choses, il se passe des choses, on entend des choses, c'est pas forcément nos paroles, ça peut être les paroles d'autres personnes aussi. Et quand on en sort, on a le sourire et ça fait du bien. Le gouvernement souhaite poursuivre sur cette lancée afin de faire de Monaco une terre d'excellence en matière d'inclusion. Avoir accès à la culture, c'est pas seulement pouvoir rentrer dans un lieu de culture, c'est pouvoir avoir accès à ce que l'artiste a voulu dire et ressentir des émotions. Il y a beaucoup à faire en matière d'accessibilité, mais il y a aussi beaucoup à faire en matière d'inclusion des handicaps psychiques, mentaux, sensoriels. Et là, on a beaucoup à progresser ensemble et c'est tout l'objet de la matinée, partager ces expériences pour que toutes les expositions tiennent compte de l'accessibilité autre que l'accessibilité moteur. Après un échange de témoignages, les participants se sont prêtés au jeu des ateliers. Ici, par exemple, il s'agit d'une initiation à la langue des signes. Et dans cette autre pièce, à l'audiodescription.
On a une œuvre qui nous a été donnée et on doit s'entraîner en fait à la décrire pour qu'un public malentendant ou aveugle puisse mentaliser, puisse intellectualiser ce qu'on est en train de décrire et se faire une représentation mentale de l'image. Et donc c'est très compliqué parce que finalement il y a beaucoup de choses qui nous semblent extrêmement évidentes en tant que voyants et qui nous échappent en fait. L'entraînement n'est donc pas de trop avant une possible mise en place du dispositif au Grimaldi Forum. C'est l'un des plus grands orchestres européens. Il était sur la scène de l'Auditorium Reigné III hier, invité du Festival Printemps des Arts, le BBC Symphony Orchestra, avec en soliste le pianiste François-Frédéric Guy, aura conquis les mélomanes au programme des chefs-d'œuvre de la modernité du 1er XXe siècle. José Sacré revient sur cet événement avec Thomas Deus. Stravinsky, Bartók, Schoenberg et Debussy étaient au programme du prestigieux BBC Symphony Orchestra sous la direction de Pascal Roffet, invité du Printemps des Arts de Monte-Carlo les 22 et 23 mars à l'Auditorium Reigné III. Soliste de ces deux concerts, le pianiste François-Frédéric Guy. Il interprète ici le concerto pour piano opus 42 d'Arnold Schoenberg. C'est déjà de la musique très ancienne, hein. Elle a été écrite en 1942, c'est de la vieille musique, c'est pas du tout de la musique actuelle. Maintenant on fait des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles à écouter. Mais à l'époque il y avait une certaine radicalité, maintenant c'est vrai qu'on entend vraiment la filiation avec Wagner, avec Brahms, et aussi une sorte de néoclassicisme qui rapproche un tout petit peu du Bartók par d'autres voix. C'est-à-dire qu'on entend des valses viennoises transformées avec l'écriture dodécaphonique, on entend du piano assez percussif par moments, et puis d'autres moments où on se croirait dans Tristan et Isolde. Enfin, tout ça est un énorme patchwork, mais évidemment revisité à la sauce dodécaphonique. C'est un programme vraiment qui décrit la vie et l'exil de Schoenberg en Amérique. Le premier, c'est La vie était si facile à l'époque, Life was so easy. Et le deuxième, Something terrible happened, la montée du nazisme, l'arrivée de Hitler au pouvoir. Et la haine s'est emparée, le troisième mouvement, c'est la haine s'est emparée du monde. Et donc pour le quatrième mouvement, c'est Finally, it's not so difficult, life goes on. La vie continue, mais c'est très ironique et très sarcastique. Le prochain concert du Printemps des Arts de Monte-Carlo sera donné à Nice, au Théâtre National de Nice, salle des Franciscains, mercredi 26 mars à 19h30. Au programme 3 œuvres de Pierre Boulez, interprétées par l'ensemble orchestral contemporain sous la baguette de son directeur Bruno Mantovani. Retour à présent sur le concours A Cocktail for the Ocean, organisé ce week-end au Fairmont Hotel. Il a rassemblé des barmen monégasques et internationaux qui ont proposé leur composition autour de ce spiritueux à consommer bien évidemment avec modération. L'imagination était au rendez-vous comme a pu le constater Marie Bonnet-Blanc. Forcément, la base était la même pour tous, le gin Prince Explorer. Mais le grand gagnant a su se démarquer avec son cocktail raffiné et sa présentation bien plus qu'originale. Le cocktail s'était servi dans une poisson d'acier pour représenter la vie de l'océan et aussi sa fragilité. Servi en cloche comme un poisson en croûte de sel à l'ancienne, avec des petits sides à l'extérieur que j'ai travaillé, produit moi-même, fenouil de mer, l'olive de Nocellara plutôt que l'algue caulaire pas même. Et après, en conclusion, j'ai fait une huile de crabe bleu, qui est une autre espèce alien, qui donne beaucoup de problèmes. Il coupe les filets des pêcheurs, il mange les œufs des autres poissons. Donc voilà, j'ai utilisé les carapaces pour produire une huile. À la base, ils étaient 12 candidats à présenter leur cocktail ainsi qu'une histoire pour l'accompagner devant un jury qui n'a pas été choisi au hasard. 4 jurys, Delphine Mendes, le vainqueur de l'année dernière, donc notre première édition, Emanuele Balestra, le directeur des bars du Majestic à Cannes, un mythe du monde de la mixologie, Federico Bellanca, un journaliste très connu en Italie qui est aussi pour Gambero Rosso et Forbes, et aussi Riccardo Marcenaro, le chef de Marix au nouveau port Calaforte à Ventimiglia. Tout était une question de timing, 2 minutes de présentation, puis 7 minutes d'explication et de confection. Pour ces deux frères créateurs de ce gin d'exception, l'engouement autour de cette compétition est une vraie fierté.
On se sent heureux, mais aussi honoré et très fier d'avoir un tel engagement de tous ces établissements, vraiment qui croient en notre mission, qui sont là pour nous soutenir, et puis surtout pour soutenir la protection des océans qui nous appartient à tous. À Monaco, on sait que c'est facile de le voir, mais peut-être dans d'autres endroits, ça l'est un peu moins. Donc ça nous fait vraiment plaisir de voir que les gens adhèrent à notre mission et qui contribuent avec nous à cette protection-là. Après délibération, 4 candidats sont sortis du lot grâce à leur création toujours autour du thème des océans, qui ont su répondre aux critères assez personnels du jury. Un cocktail, pour moi, c'est quelque chose qui rapporte des émotions. Qu'est-ce que c'est les émotions? Les émotions, c'est quelque chose gustatif, olfatif, mais aussi un storytelling, quelque chose qui en fait va en lien à les valeurs du Gin Explorer. Ça, pour moi, c'est très important. Le grand gagnant aura donc l'honneur de faire partie des membres du jury l'année prochaine. Et restons dans le thème avec votre rubrique Ceux qui font Monaco. Ce soir, nous nous rendons chez une enseigne qui a été plusieurs fois primée lors de concours internationaux, Christine Dapetit. Oui, vous l'aurez donc compris, aujourd'hui c'est dans un lieu cher des amateurs de jolies blondes que je vous emmène. Nous parlons bien sûr de la brasserie de Monaco. Ici, la brasserie brasse ses bières elle-même. Nous allons voir comment toute cette histoire a débuté en principauté. L'histoire de la bière à Monaco, elle débute en 1905 dans le quartier de Fontvieille, où l'arrière-grand-père de M. Gildo Pastor avait créé la première brasserie monégasque qui s'appelait la Albert Bro, qui a produit de la bière jusqu'en 1972. Ensuite, il y a eu une interruption jusqu'en 2008 où M. Gildo Pastor a décidé de relancer la bière de Monaco ici même. On est l'unique producteur de bière à Monaco. Elle est fabriquée à partir de 4 ingrédients, le malt bio, qui provient principalement de France, de Belgique et d'Allemagne, la levure, les houblons. Voilà. Pour fabriquer la bière, il faut compter 1 jour de brassage, 3-4 jours de fermentation pour transformer le sucre en alcool et en CO2, et ensuite on va avoir 21 jours de maturation. Comme vous pouvez le voir derrière, on a une partie des installations qui nous permettent de fabriquer des lots de 1000 litres par brassin. La bière qu'on vend le plus, c'est bien sûr la bière blonde. Et après, selon les saisons, on va avoir des bières qui vont s'accorder comme des bières ambrées ou des bières de Noël. Alors on peut boire la bière ici sur place à la brasserie, mais on peut également se la procurer, venir avec une bouteille, ça se passe comment? L'amener à la maison? Tout à fait, donc on fonctionne avec un système de bouteilles consignées. Vous revenez charger votre bouteille directement à la brasserie. On a des bouteilles de 1 litre et de 3 litres. Vous l'aurez donc compris, vous pouvez donc emporter la bière de Monaco à la maison. Et puis sinon, sachez que la brasserie vous accueille tous les jours de midi à 2h du matin. Un pizzaiolo vient spécialement pour vous faire des pizzas napolitaines uniquement le soir du mardi au dimanche. Et puis sinon, comme d'habitude, des tapas monégasques pour accompagner vos bières. Oui, on ne le rappellera jamais assez, l'alcool est à consommer avec modération. Ce journal est à présent terminé, merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la météo d'Alban Jean-Jambe, suivie des experts basket. Passez une excellente soirée sur Monaco Info et à demain, 19h, pour une nouvelle édition. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Après un début de semaine humide avec cette pluie tombée toute la journée en ce lundi, vous pourrez ranger vos parapluies dès demain. C'est un beau temps à moitié nuageux qui nous attend en principauté. Aucun risque de précipitation et ça devrait être le cas toute la semaine. Côté température, le thermomètre affichera 9 degrés le matin et jusqu'à 15 degrés l'après-midi. Et en ce mardi 25 mars, nous fêterons les Humbert. Et puis le 25 mars, c'est aussi la journée mondiale de la procrastination, l'art de remettre au lendemain
lendemain, ce qui peut être fait le jour même. On l'a tous déjà fait, mais attention à ne pas en abuser. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.